Après les funérailles de mon mari, je suis rentré chez moi pour trouver ma belle-sœur et son mari déjà à l'intérieur avec leurs bagages déballés soigneusement. Elle a snobé, cette maison est à moi maintenant. J'ai déjà vendu vos affaires, alors dégagez. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Parce que cette maison ne lui appartenait jamais, mais quelque chose d'encore plus choc. Je m'appelle Doreen et à 35 ans, je ne m'attendais jamais à être veuve. Lorsque Jacques est mort subitement le mois dernier, mon monde s'est effondré, mais rien ne m'avait préparé à ce qui est arrivé après ses funérailles. Je suis rentré chez moi pour trouver ma belle-sœur, Patricia, et son mari, déjà installés avec leurs valises, déballées dans ma chambre. Patricia m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Cette maison est à moi maintenant. J'ai déjà vendu vos affaires, alors sortez. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Avant de continuer mon histoire, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Laissez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de survivants. Croyez-moi, vous voudrez voir comment cette histoire se déroule. Jacques et moi nous sommes rencontrés il y a 12 ans lors d'un gala de charité au centre-ville de Chicago. J'avais 23 ans, je travaillais comme bénévole à la vente aux enchères d'art tout en terminant mon diplôme d'enseignement. Il avait 28 ans, se faisant déjà un nom en tant que conseiller financier avec une capacité étonnante à prédire les tendances du marché. Je me souviens parfaitement du moment. J'arrangeais une exposition de paysages à l'aquarelle lorsque j'ai accidentellement fait tomber un vase coûteux. Alors que j'essayais frénétiquement de le rattraper, une main s'est tendue et l'a attrapé en plein vol. Cette main appartenait à Jacques. Beau sauvetage, ai-je dit, sentant mes joues rougir d'embarras. J'ai des réflexes rapides, m'a-t-il répondu avec un sourire qui m'a fait perdre le souffle. Les marchés financiers n'attendent personne. Ce soir-là, nous avons parlé pendant des heures de tout, de l'art de la Renaissance à l'entreprise familiale, en passant par mes rêves d'enseigner l'art aux enfants des écoles primaires. Jacques était différent de tous ceux que j'avais jamais rencontrés. Il venait de la richesse, mais la portait légèrement. Son intelligence n'avait d'égal que sa gentillesse. Notre histoire d'amour fut un tourbillon. En 6 mois, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie au bord du lac Michigan. Sa mère, Eleanor, était là, rayonnante de joie et m'accueillant chaleureusement dans la famille. Notamment absente, sa sœur, Patricia, qui prétendait qu'une urgence professionnelle l'avait empêchée de venir. J'apprendrai plus tard que ce fut la première de nombreuses dédaignations. Jacques et moi avons construit une belle vie ensemble. Il a continué à gravir les échelons dans sa société d'investissement tandis que j'ai obtenu un poste d'enseignante d'art à Westbrook Elementary. Nous avons d'abord loué un petit appartement, économisant diligemment pour la maison de nos rêves. Jacques n'a jamais voulu dépendre de l'argent de sa famille, préférant faire son propre chemin 5 ans après notre mariage, nous l'avons trouvé. Une magnifique maison de style colonial dans une banlieue verdoyante avec un grand jardin et beaucoup d'espace. La maison avait besoin de travaux, mais nous avons immédiatement vu son potentiel. Les week-ends étaient consacrés à peindre les murs, à poncer les parquets et à planter un jardin. Chaque clou martelé et chaque graine semée était un investissement dans notre avenir commun. La seule ombre à notre bonheur était notre lutte contre l'infertilité. Après 3 ans d'essais naturels, nous avons consulté des spécialistes qui ont effectué d'innombrables tests. Le diagnostic était dévastateur. J'avais une endométriose sévère qui rendait la grossesse peu probable. Nous avons discuté d'adoption et de gestation pour autrui, mais avons décidé de prendre un peu de temps pour assimiler avant de prendre des décisions. La famille est plus que la biologie, disait Jacques, me tenant serré les nuits où je pleurais. Nous avons l'un l'autre, et c'est suffisant. Le reste se mettra en place. Tout au long de ces défis, ma relation avec Jacques n'a fait que s'approfondir. Il ne m'a jamais fait sentir moins femme parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Au lieu de cela, nous avons canalisé nos instincts de nurturing ailleurs. J'ai versé un amour supplémentaire dans mes élèves tandis que Jacques conseillait de jeunes analystes financiers. Les dynamiques familiales étaient compliquées. La famille Harrington avait bâti sa fortune sur des générations par l'immobilier et s'était ensuite diversifiée dans divers investissements. Le père de Jacques, Thomas, avait été un homme sévère et exigeant qui attendait de ses enfants qu'ils gagnent leur place dans l'entreprise familiale. Jacques avait travaillé diligemment pour faire ses preuves. Tandis que Patricia avait adopté une approche différente, comptant sur le charme et la manipulation pour assurer sa position. Eleanor, la mère de Jacques, est devenue comme une seconde mère pour moi. Après la mort de Thomas il y a 6 ans,
elle a déménagé dans une maison plus petite mais est restée active dans le travail communautaire et les affaires familiales. Elle me disait souvent à quel point elle était heureuse que Jacques m'ait trouvé, disant « J'ai fait ressortir le meilleur de son fils ». Patricia a toujours regretté la facilité avec laquelle les choses venaient à Jacques, Eleanor m'a confié une fois autour d'un thé. Il a hérité de la tête de son père pour les affaires, mais de ma compassion. Patricia est toute ambition sans éthique. Patricia s'est mariée à Robert il y a environ 8 ans. Il venait de la vieille fortune, mais avait peu de la sienne, ayant gaspillé la majeure partie de son héritage dans des entreprises ratées. Les 4, nous socialisions rarement ensemble. Quand nous le faisions, Patricia lançait des pics subtils sur notre modeste style de vie ou ma carrière de simple enseignante. Au cours des 2 dernières années de notre mariage, Jacques a passé de plus en plus de temps dans son bureau à domicile. Il expliquait qu'il travaillait sur un projet spécial qui nécessitait de la discrétion. Je respectais sa vie privée, bien que parfois je lui apportais du café et apercevais des feuilles de calcul et des documents. Il semblait troublé par moments, mais souriait rapidement et changeait de sujet lorsque je lui demandais ce qui n'allait pas, juste quelques affaires familiales, disait-il. Rien dont tu n'aies à t'inquiéter. 3 mois avant sa mort, Jacques a mis à jour sa police d'assurance vie et m'a demandé de rencontrer son avocat, Daniel, pour revoir nos testaments. Je pensais que c'était juste une planification financière responsable. Je n'avais aucune idée. Il se préparait à une tempête qui se préparait juste à l'horizon. Le jour où Jacques est mort a commencé comme n'importe quel mardi. Il m'a embrassé au revoir à 7h30 du matin, a promis de prendre de la nourriture thaïlandaise pour le dîner et s'est dirigé vers son bureau du centre-ville. Je suis allé à l'école enseigner à mes élèves de 3e année comment créer des sculptures en papier mâché. Juste après le déjeuner, pendant ma période de planification, mon téléphone a sonné. C'était Sylvia, l'assistante de Jacques. Doreen, sa voix tremblait. Jacques s'est effondré lors d'une réunion. Les ambulanciers l'emmènent à Northwestern Memorial. Cela a l'air grave. Vous devez venir maintenant. Le monde a basculé sur son axe. Je me souviens avoir laissé tomber ma tasse de café, des éclats de céramique se dispersant sur le sol comme ma vie soudainement fracturée. Mon directeur m'a conduite à l'hôpital après avoir vu la couleur quitter mon visage. Les 20 minutes de trajet ont semblé des heures alors que nous naviguions dans le trafic de Chicago. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine envoyer un SMS à Eleanor. Lorsque je suis arrivé aux urgences, j'ai immédiatement su d'après l'expression du médecin. Jacques avait subi une crise cardiaque massive. Malgré tous leurs efforts, il était parti. À 40 ans, mon mari avait simplement cessé d'exister. Il y avait probablement une condition cardiaque congénitale non diagnostiquée, a expliqué doucement le médecin. Parfois, ces choses ne montrent aucun symptôme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je me suis effondré sur une chaise, incapable de comprendre les mots. Jacques avait mentionné des douleurs thoraciques occasionnellement au cours de la dernière année, mais nous avions tous deux rejeté cela comme du stress ou de l'indigestion. Il était jeune, en forme, attentif à son alimentation. Les crises cardiaques arrivaient aux hommes plus âgés, pas aux jeunes de 40 ans pleins de vie, avec toute leur vie devant eux. Eleanor est arrivée 30 minutes plus tard, le visage livide de chagrin. Nous nous sommes tenus l'une l'autre, 2 femmes unies par l'amour du même homme. Elle avait déjà perdu un mari et maintenant son fils. L'injustice semblait trop grande à supporter. Patricia et Robert sont apparus 1 heure plus tard. Alors qu'Eleanor et moi pleurions encore dans les bras l'une de l'autre, Patricia a immédiatement demandé à voir les effets personnels de Jacques. Ses yeux étaient secs, son comportement professionnel. J'ai besoin de ses clés et de son téléphone, a-t-elle annoncé à l'infirmière. En tant que sa sœur, j'ai des responsabilités envers la famille. J'étais trop bouleversé pour argumenter alors qu'elle récupérait les affaires de Jacques, y compris sa montre et son portefeuille coûteux. Elle a fait semblant de réconforter Eleanor, mais m'a à peine reconnu sauf pour me demander si j'avais contacté l'avocat de Jacques. Daniel m'a déjà appelé, ai-je dit d'une voix engourdie. Il a mentionné des affaires urgentes, mais je ne peux pas y penser maintenant. Les yeux de Patricia se sont légèrement rétrécis. Quelles affaires a-t-il précisé? Non, ai-je répondu. Et je ne peux pas en parler maintenant. Mon mari vient de mourir. Les 3 jours suivants se sont passés dans un brouillard de chagrin et de tâches administratives surréalistes. Certificat de décès, arrangement funéraire, formulation d'avis de décès. Je traversais tout cela comme un fantôme, dormant par intermittence, ne mangeant que lorsqu'Eleanor insistait.
Ma meilleure amie Vanessa est venue rester avec moi, s'occupant des appels et des visiteurs quand je ne pouvais pas les affronter. Patricia s'est soudainement autoproclamée directrice des funérailles, ignorant mes souhaits à chaque étape. Le service simple et intime que je voulais est devenu une affaire élaborée avec des associés que je connaissais à peine. Elle a insisté pour un cercueil ouvert malgré mes objections. A choisi des fleurs que Jacques aurait détestées et a même changé la sélection musicale. La famille Harrington a des traditions, a-t-elle dit avec dédain quand j'ai protesté. Jacques aurait voulu que les choses soient faites correctement. Daniel a appelé 2 fois de plus, son ton de plus en plus urgent, mais j'ai reporté la conversation après les funérailles. Je ne pouvais pas supporter de discuter de testament et d'actifs, alors que le corps de mon mari n'était pas encore enterré. Les funérailles elles-mêmes furent un brouillard de vêtements noirs et de regards de pitié. Je me tenais au bord de la tombe, mes jambes menaçant de flancher alors qu'on abaissait le cercueil de Jacques dans la terre. Éléanore tenait ma main d'un côté, Vanessa de l'autre. Patricia se tenait en face de nous, son expression illisible, alors qu'elle jetait une rose blanche sur le cercueil. Plus tard, lors de la réception chez Éléanore, j'ai entendu Patricia parler à Robert. Une fois que le testament sera lu, les choses seront mises en ordre, a-t-elle dit. La maison devrait revenir à la propriété familiale maintenant que Jacques n'a pas d'héritier. Je me suis éloigné, incapable de comprendre ce qu'elle voulait dire. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, me blottir dans le lit que Jacques et moi avions partagé, sentir son oreiller tant que je le pouvais encore. Après la réception des funérailles, j'étais épuisé émotionnellement et physiquement. Vanessa a proposé de rester une nuit de plus, mais j'ai insisté pour avoir besoin de temps seul chez moi pour tout assimiler. Elle a accepté à contre-cœur, me promettant d'appeler si j'avais besoin de quelque chose. Je suis rentré en voiture, le jour déclinant, entrant dans notre allée juste au moment où le soleil se couchait. Le premier signe que quelque chose n'allait pas était le SUV de luxe inconnu garé à ma place. Puis j'ai remarqué que les lumières du salon étaient allumées, bien que j'ai absolument tout éteint ce matin-là. Avec une inquiétude croissante, j'ai déverrouillé la porte d'entrée et suis entré. Les meubles avaient été réarrangés. Le fauteuil en cuir préféré de Jacques avait disparu, remplacé par un antique orné que je reconnaissais de la maison de Patricia. Les photos de famille avaient été retirées de la cheminée, et l'air sentait un parfum inconnu. J'ai finalement décidé de te montrer, n'est-ce pas? La voix de Patricia sortit du doorway de la cuisine. Elle se tenait là, tenant un verre de vin. Mon vin de la collection que Jacques et moi avions construite ensemble. Que faites-vous dans ma maison, ai-je demandé, trop choqué pour être en colère pour l'instant. Correction. La maison de la famille Harrington, a-t-elle dit avec douceur. Robert et moi avons emménagé. Comme si on l'attendait, Robert est apparu de l'étage, l'air mal à l'aise, mais déterminé. Doreen, nous pensions que vous pourriez apprécier un peu de temps loin d'ici. Trop de souvenirs. Vous pensiez mal, ai-je dit, retrouvant ma voix. C'est ma maison. Veuillez partir. Patricia a ri, un son froid sans humour. Je crains que cela n'arrive pas. Cette propriété appartient à la fiducie familiale Harrington maintenant que Jacques est mort sans enfant. Il vous l'a certainement expliqué. C'est ridicule. J'ai dit que nous avions acheté cette maison ensemble. Mon nom est sur l'acte de propriété. Une technicité, Patricia a agité la main avec dédain. Papa a toujours eu l'intention que les propriétés familiales restent au Harrington de sang. Jacques le savait. Je suis entré plus loin dans la maison, remarquant d'autres changements. Mes œuvres d'art avaient disparu des murs. Le buffet antique que Jacques avait restauré pour notre anniversaire avait disparu. Où sont mes affaires, ai-je exigé. J'ai déjà vendu quelques-unes des pièces les moins significatives, a dit Patricia avec désinvolture. Le reste est en stock jusqu'à ce que vous organisiez pour les récupérer. Je garde la liste ici quelque part. Elle a parcouru un tiroir qui contenait autrefois nos menus à emporter. Vous avez vendu mes possessions. Je pouvais à peine croire ce que j'entendais. Les moins précieuses. Oui. Les pièces d'art et les antiquités appartiennent de toute façon à la famille. Elle m'a tendu une liste griffonnée à la hâte. Vous pouvez prendre vos effets personnels et vos vêtements. Mes mains tremblaient alors que je regardais la liste. La porcelaine de ma grand-mère marquée comme donnée. Les cadeaux de mariage étiquetés comme vendus. Les photos de famille décrites comme jetées. C'est illégal, ai-je dit. Vous ne pouvez pas simplement emménager et vendre mes affaires. L'expression de Patricia s'est durcie.
Regardez ceci. Elle a sorti un document jaune de son sac à main. C'est le testament original de papa d'il y a 20 ans. Il indique clairement que toutes les propriétés familiales retournent à la fiducie si un Harrington meurt sans descendance. J'ai jeté un coup d'œil au document. C'était en effet le testament de Thomas Harrington, mais il avait évidemment été remplacé par des documents plus récents après sa mort il y a 6 ans. Ceci est dénué de sens, ai-je dit. La succession de votre père a été réglée il y a des années. Cette maison a été achetée après sa mort avec notre argent. L'argent que Jacques a gagné en travaillant pour l'entreprise familiale. Patricia a répliqué. L'argent qui faisait légitimement partie de son héritage. Robert s'est raclé la gorge avec gêne. Peut-être devrions-nous en discuter avec les avocats présents. Il n'y a rien à discuter. Patricia a claqué la porte. Doreen, tu es sur le point de partir. N'est-ce pas, Doreen? Je suis resté ferme. C'est insensé. Je ne vais nulle part. Le visage de Patricia s'est transformé en quelque chose de laid. Laissez-moi vous dire les choses très clairement. Vous avez échoué dans la seule chose que Jacques avait besoin de vous. Vous n'avez pas pu lui donner d'enfant. Vous n'avez aucun droit sur l'héritage Harrington. Cette maison et tout ce qu'elle contient appartient maintenant à la famille. Sa cruauté m'a coupé le souffle. 5 ans de douleur concernant nos problèmes d'infertilité jetés à la figure le jour où j'ai enterré mon mari. Comment osez-vous, ai-je murmuré. La vérité fait mal, n'est-ce pas? Jacques m'a confié à quel point il était déçu. Pourquoi pensez-vous qu'il passait tant de temps au bureau? Il évitait de rentrer chez vous. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Vous mentez. Est-ce que je mens? Alors pourquoi n'a-t-il jamais changé l'ancien testament familial? Il savait ce qui allait arriver à sa mort. Elle s'est rapprochée. Vous avez jusqu'à demain pour faire une valise. Tout ce que vous laisserez derrière vous sera considéré comme un bien abandonné. Robert, au moins, a eu la décence d'avoir l'air honteux. Nous pouvons stocker vos affaires temporairement, Doreen, jusqu'à ce que vous trouviez un autre endroit. C'est ma maison, ai-je crié, perdant enfin mon sang-froid. Vous ne pouvez pas simplement la prendre. Patricia a fait signe à quelqu'un que je n'avais pas remarqué. Un homme en uniforme de sécurité est sorti des ombres de la salle à manger. Voici Frank. Il vous escortera dehors si nécessaire. J'ai déjà déposé une plainte légale auprès de l'avocat de la famille. Jusqu'à ce que ce soit résolu, nous avons autant de droits d'être ici que vous. Surclassé et dépassé, je me suis retiré dans la chambre principale pour récupérer quelques essentiels, pour découvrir que Patricia et Robert s'en étaient déjà emparés. Mes vêtements étaient fourrés dans des sacs poubelles dans la chambre d'amis. Ma boîte à bijoux avait été vidée sauf pour quelques pièces fantaisie que je possédais. Même la bague de mariage de Jacques, que l'hôpital m'avait rendue, avait disparu de mon sac à main. Alors que je faisais rapidement mes bagages, mon téléphone a sonné. C'était Eleanor en sanglotant. Doreen, Patricia m'a interdit de visiter la tombe de Jacques. Elle dit qu'en tant que responsable, elle contrôle tous les accès aux parcelles familiales. Elle a changé le code d'accès du cimetière. Mon propre fils et moi ne pouvons même pas lui apporter des fleurs. Eleanor, écoute-moi, ai-je dit, essayant de rester calme pour son bien. Patricia a perdu la tête. Elle et Robert ont emménagé chez moi et prétendent qu'elle leur appartient maintenant. Ils ont vendu ou stocké la plupart de mes affaires. Oh mon Dieu, Eleanor a haleté. Je craignais cela. Jacques m'avait prévenu qu'elle pourrait essayer quelque chose, mais c'est au-delà de ce qu'il imaginait même. Jacques savait, ai-je demandé, confus. Pas maintenant, ma chère. Pas au téléphone. Où iras-tu? Chez Vanessa? Je suppose que temporairement jusqu'à ce que je règle cela. Bien. Reste en sécurité. Je vais appeler Daniel demain matin. Alors que je traînais ma valise dans les escaliers, Patricia regardait avec satisfaction. Encore une chose, a-t-elle dit. J'aurai besoin de tes clés de maison. Je l'ai regardée avec incrédulité. Tu me voles ma maison, et tu t'attends à ce que je te donne mes clés? Ce n'est pas du vol quand c'est légitimement à nous, a-t-elle répondu froidement. Les clés, s'il vous plaît. Je les ai laissées tomber sur le sol à ses pieds, et je suis sorti de ma propre porte d'entrée, sans savoir si j'y retournerai un jour. Vanessa a été horrifiée quand je suis arrivé à son appartement avec une seule valise et une histoire qui semblait trop bizarre pour être vraie.
Elle m'a servi un verre fort et a appelé son frère, qui se trouve être un policier. Malheureusement, c'est une affaire civile, a-t-il expliqué après avoir entendu mon histoire. Puisque son nom est sur les documents, même obsolètes, et qu'elle est un membre de la famille, la police ne peut pas simplement la retirer. Vous aurez besoin d'une ordonnance d'urgence du tribunal. J'ai passé une nuit agitée sur le canapé-lit de Vanessa, alternant entre les larmes et la fureur. Le lendemain matin, j'ai appelé Daniel Woods, l'avocat de Jacques. Sa réponse a été immédiate. J'essaie de vous joindre, m'a-t-il dit d'urgence. Jacques a laissé des instructions spécifiques au cas où il arriverait quelque chose à lui. Pouvez-vous venir à mon bureau tout de suite? 1 heure plus tard, j'étais assise en face de Daniel dans son bureau du centre-ville. Il avait une 60aine d'années, des yeux gentils derrière des lunettes à monture fil, et une réputation de méticulosité. Jacques lui faisait entièrement confiance. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes plus sincères condoléances, a commencé Daniel. Jacques n'était pas seulement un client, mais un ami. Merci, ai-je dit automatiquement. Daniel, Patricia a pris le contrôle de ma maison. Elle prétend qu'elle appartient à la fiducie familiale maintenant que Jacques est mort. Daniel a froncé les sourcils. C'est complètement faux. Jacques a été très clair sur ses volontés. Il a mis à jour son testament le mois dernier. Ma tête s'est relevée brusquement. Le mois dernier. Pourquoi? Je pense qu'il vaut mieux que Jacques s'explique lui-même, a dit Daniel de manière énigmatique. Il a déverrouillé un tiroir et en a sorti une enveloppe scellée avec mon nom écrit dans l'écriture familière de Jacques. Il m'a demandé de vous la remettre si quelque chose lui arrivait. D'une main tremblante, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai commencé à lire. Ma très chère Doreen, si tu lis ceci, le pire est arrivé. Je suis tellement désolé de te laisser seul pour affronter ce qui vient. J'espère résoudre cette situation de mon vivant, mais si je ne pouvais pas, je devais m'assurer que tu étais protégé. Au cours de la dernière année, j'ai enquêté sur des irrégularités financières dans l'entreprise familiale. Ce que j'ai découvert m'a choqué. Patricia a systématiquement détourné des fonds de l'entreprise depuis au moins 10 ans, peut-être plus. Des millions de dollars détournés via des sociétés écrans, des factures falsifiées, des comptes manipulés. Lorsque je l'ai confrontée il y a 3 mois, elle m'a menacé de te détruire si je l'exposais. J'ai rassemblé des preuves pour les présenter au conseil d'administration et aux forces de l'ordre, mais je devais d'abord m'assurer que tu étais en sécurité. Dans mon bureau, derrière le tableau du lac Michigan, il y a un coffre-fort mural. La combinaison et la date de notre anniversaire. À l'intérieur, vous trouverez une clé USB avec toutes les preuves que j'ai recueillies, y compris des enregistrements des menaces de Patricia. J'ai mis à jour mon testament pour m'assurer que tout ce que je possède vous soit transmis directement. La maison est à toi seul. J'ai également créé une fiducie que Patricia ne peut en aucun cas accéder. Faites confiance à Daniel. Faites confiance à ma mère. Ne faites pas confiance à Robert. Il sait ce que Patricia fait et en a bénéficié, bien que je pense qu'il soit plus faible que malveillant. Je t'aime plus que je ne peux l'exprimer. Tu as été la meilleure chose de ma vie. Toujours tien, Jacques. Je l'ai regardé, incapable de parler. Daniel a attendu patiemment pendant que j'assimilais ce coup de tonnerre. Il savait, ai-je enfin murmuré. Il savait qu'il pouvait mourir. Jacques avait des préoccupations concernant sa santé, a admis Daniel. Il a mentionné des douleurs thoraciques, des étourdissements. Il voulait que tout soit en ordre juste au cas où. Et Patricia, lui avez-vous dit ce qu'elle a fait? Daniel a hoché gravement la tête. Pas en détail, mais assez pour que je comprenne la gravité. Le testament mis à jour est très spécifique. Tout ce que Jacques possédait vous est transmis directement avec des dispositions pour les soins d'Eleanor. Il n'y a aucune réclamation de fiducie familiale sur votre maison. Patricia n'a aucun fondement juridique. Mais elle est déjà là avec des gardes de sécurité. Elle a vendu mes affaires. C'est du vol et effraction, a dit Daniel fermement. Nous allons déposer une injonction d'urgence aujourd'hui, mais d'abord, nous devons sécuriser cette clé USB. C'est votre meilleur levier. Vanessa m'a conduite chez moi pendant l'heure habituelle du déjeuner de Patricia. Nous nous sommes garés en bas de la rue et avons approché avec précaution. Comme Jacques l'avait craint, les serrures avaient été changées. Heureusement, dans notre enthousiasme pour la rénovation, nous avions installé une clé cachée dans une fausse roche près du cabanon de jardin.
La maison était vide lorsque nous sommes entrés par la porte arrière. Je me suis rapidement dirigé vers le bureau de Jacques, le trouvant largement intact. Patricia avait probablement été trop occupée à vendre mes affaires pour enquêter sur cette pièce pour l'instant. Le tableau du lac Michigan était toujours accroché au mur. Derrière lui, comme Jacques l'avait décrit, il y avait un petit coffre-fort mural. Mes mains tremblaient alors que j'entrais la date de notre anniversaire. Le coffre-fort s'est ouvert, révélant plusieurs objets. La clé USB, une enveloppe d'argent liquide, nos passeports et une petite boîte contenant la montre de poche du grand-père de Jacques que je pensais que Patricia avait prise à l'hôpital. Nous étions sur le point de partir quand j'ai remarqué que l'ordinateur portable de Jacques était toujours dans le tiroir de son bureau. Je l'ai saisi aussi, sachant qu'il pourrait contenir des informations supplémentaires. De retour à l'appartement de Vanessa, j'ai branché la clé USB. Elle contenait des centaines de fichiers, méticuleusement organisés, des registres financiers montrant des virements d'argent vers des comptes offshore au nom de Patricia, des emails où elle autorisait des transactions frauduleuses, des photos de documents avec des signatures falsifiées, et, le plus accablant, un enregistrement audio de Patricia menaçant Jacques lorsqu'il la confrontait. Si tu racontes ça à qui que ce soit, je m'assurerai que Doreen perde tout, sa voix grondait des haut-parleurs de l'ordinateur. La maison, sa réputation, son travail. J'ai des amis partout. Jacques, traverse-moi et tu le regretteras tous les deux. J'ai également découvert des emails entre Jacques et les membres du conseil d'administration de l'entreprise familiale exposant ses préoccupations dans un langage prudent et mesuré. Il construisait un dossier, rassemblait des alliés, se préparait à exposer Patricia lors de la prochaine assemblée annuelle du conseil. Mais son cœur lui a lâché avant qu'il n'ait pu finir ce qu'il avait commencé. Cet après-midi-là, Eleanor a appelé. Doreen, j'ai trouvé quelque chose que tu devrais voir. De vieilles photos et lettres de famille. Elle donne un contexte à ce qui s'est passé. Peux-tu venir? Chez Eleanor, elle m'a montré une collection de souvenirs de famille s'étendant sur des décennies. Des photos de Jacques et Patricia enfants montraient un schéma. Sur chaque photo, Patricia essayait de prendre tout ce que Jacques avait. Ses jouets, ses récompenses, sa place aux côtés de leur père. Thomas favorisait Jacques, Eleanor a expliqué tristement, pas parce qu'il aimait moins Patricia, mais parce que Jacques avait un talent naturel pour les affaires. Patricia le ressentait profondément. Quand Thomas est mort et a laissé Jacques en charge de portions importantes de l'entreprise, quelque chose en Patricia s'est brisé, elle s'est sentie lésée. Cela ne justifie pas le vol de millions, ai-je dit. Bien sûr que non, Eleanor a convenu. Rien ne justifie ce qu'elle a fait, surtout pas envers toi après avoir perdu Jacques. Parmi les lettres, il y avait de la correspondance entre Jacques et son père d'il y a des années, discutant de l'avenir de l'entreprise. Thomas avait explicitement indiqué que les maisons familiales achetées avec des fonds personnels ne faisaient jamais partie des actifs de l'entreprise. La revendication de Patricia concernant la maison était complètement fabriquée. Armé de ses connaissances et des preuves de Jacques, je suis retourné au bureau de Daniel. Il avait déjà déposé une demande d'audience d'urgence et se préparait à demander une enquête pénale. Cela dépasse le cadre d'un différend familial, a-t-il dit d'un ton sombre. C'est une fraude criminelle grave. Le conseil d'administration de l'entreprise doit voir ses preuves immédiatement. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de Patricia affirmant qu'en tant que prochaine parente de Jacques, elle contestait la validité de tout testament laissant des actifs à moi. Elle a allégué que j'avais exercé une influence indue sur Jacques pendant une période de capacité réduite. C'est absurde, ai-je dit à Daniel au téléphone. Jacques était de parfaite santé mentale jusqu'à son dernier souffle. C'est une tactique de retardement, a expliqué Daniel. Elle essaie de conserver le contrôle des actifs pendant que l'affaire traîne en justice. Pendant ce temps, elle peut continuer à liquider ce qu'elle peut obtenir. Ce même jour, j'ai découvert que Patricia avait changé les serrures de notre coffre commun et l'avait vidé de bijoux précieux qui appartenaient à ma mère. Lorsque j'ai confronté le directeur de la banque, il m'a montré avec des excuses des documents portant ce qui semblait être ma signature autorisant Patricia comme co-signataire. La signature était clairement falsifiée. Mon téléphone a commencé à sonner avec des appels d'amis et de parents éloignés, tous posant des questions étranges. Jacques et moi avions-nous des problèmes conjugaux? Est-il vrai que j'avais refusé d'avoir des enfants? Connaissais-je les autres relations de Jacques? Patricia diffusait des rumeurs vicieuses, tentant de me dépeindre comme une chercheuse d'or qui avait piégé Jacques dans un mariage malheureux. La situation s'est aggravée lorsque j'ai essayé de retourner au travail.
La directrice m'a appelé dans son bureau avec une expression troublée. Doreen, nous avons reçu des appels préoccupants concernant votre stabilité, a-t-elle dit avec précaution. Une femme s'identifiant comme votre belle-sœur a exprimé son inquiétude quant au fait que vous pourriez ne pas être émotionnellement capable d'être près des enfants en ce moment. Elle essaie de détruire ma vie, ai-je dit, retenant mes larmes. Rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Je vous crois, m'a assuré ma directrice. Mais la politique du district exige que je vous place en congé payé jusqu'à ce que cela soit résolu. Je suis tellement désolé. Sans ma maison, nombre de mes biens, et maintenant temporairement sans mon emploi, j'ai senti Patricia resserrer un nœud coulant autour de ma vie. Ce soir-là, j'ai reçu des messages menaçants de son avocat, me prévenant que si je poursuivais des réclamations contre elle, elle révélerait des informations qui nuiraient définitivement à ma réputation professionnelle. Le lendemain, Vanessa et moi sommes passés devant ma maison pour trouver Patricia avait engagé des gardes de sécurité privés qui nous ont arrêtés au bout de l'allée. Les jardins que Jacques et moi avions plantés avec amour étaient arrachés pour ce qui ressemblait à l'installation d'une piscine. Vous ne pouvez même pas entrer sur la propriété sans l'autorisation de Madame Harrington, nous a informé le garde. Je suis Madame Harrington, ai-je dit entre mes dents serrées. Pas selon mon employeur, a-t-il répondu froidement. Plus tard cette semaine-là, Eleanor m'a appelé en panique. Patricia est venue avec son avocat. Elle m'a demandé de signer des papiers lui donnant l'autorité sur les actifs restants de Thomas. Quand j'ai refusé, elle a menacé de contester ma compétence et de me faire placer en maison de retraite. Je me suis précipité chez Eleanor pour la trouver secouée mais résolue. Je ne céderai pas à son intimidation, a-t-elle déclaré. Thomas serait consterné par ce qu'elle est devenue. Pendant que j'y étais, Robert a appelé, demandant à me rencontrer en privé. Contre l'avis d'Eleanor, j'ai accepté de le rencontrer dans un café à mi-chemin entre nos maisons. Je ne peux pas rester longtemps, a-t-il dit nerveusement, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à ce que Patricia apparaisse. Vous devez savoir que Patricia est allée trop loin. Je n'ai jamais accepté de vous jeter hors de votre propre maison. Pourtant vous y vivez encore, ai-je souligné froidement. Il eut la grâce d'avoir l'air honteux. J'essaie d'atténuer les dégâts. Elle voulait jeter tous vos souvenirs personnels. J'ai secrètement stocké des choses que je sais devoir être importantes pour vous. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce qu'elle falsifie des documents, a-t-il murmuré. Pas seulement des signatures sur des formulaires bancaires. Elle crée des registres d'entreprises antidatés, de faux procès-verbaux du conseil, même un codicile frauduleux à l'Ancien Testament de Jacques. Elle a quelqu'un au bureau d'enregistrement qui l'aide. Vous devez aller à la police, ai-je insisté. Robert a plaidé. Vous ne comprenez pas. Elle a des choses sur moi aussi. Des irrégularités financières dans lesquelles j'étais impliqué. Elle s'assurera que je coule avec elle. Alors aidez-moi anonymement, ai-je suggéré. Dites-moi où chercher, quoi surveiller. Il a glissé un papier plié sur la table. Ce sont les dates et les numéros de documents qu'elle a modifiés, le nom de son contact au bureau d'enregistrement, les numéros de compte pour les transferts offshore. Il s'est levé pour partir. Je n'étais jamais ici. Vous ne m'avez jamais vu. Le jour suivant, un autre coup dur. Eleanor a été hospitalisée avec des douleurs thoraciques après une confrontation avec Patricia au mausolée familial. Patricia avait également changé les serrures, empêchant Eleanor de visiter les lieux de repos de son mari et de ses fils. Le médecin dit que c'était de l'angine induite par le stress, a rapporté Vanessa après avoir rendu visite à Eleanor. Elle se remettra, mais elle doit éviter d'autres confrontations. Au moment où le différend s'était répandu dans la famille élargie, les gens ont commencé à prendre parti. Ceux qui bénéficiaient de la position de Patricia dans l'entreprise la soutenaient. D'autres qui avaient été témoins de sa manipulation au fil des années se sont ralliés derrière moi et Eleanor. Le dîner du dimanche chez le cousin George s'est transformé en une séance de cris lorsque les allégations de Patricia ont été contestées par le meilleur ami d'enfance de Jacques, Simon, qui connaissait la vérité sur notre mariage. Pendant ce temps, Daniel a travaillé sans relâche sur le dossier juridique, déposant des requêtes pour geler les actifs, soumettant des preuves des falsifications de Patricia et plaidant pour des poursuites pénales. Mais les rouages de la justice tournaient lentement pendant que la destruction de ma vie par Patricia s'accélérait. Le coup de grâce est arrivé lorsque Patricia a d'une manière ou d'une autre accédé à mon compte de messagerie et a envoyé des lettres de démission à mon école et au programme de art-thérapie pour enfants où j'étais bénévole. Au moment où j'ai découvert et contesté ces messages,
Les dommages causés à mes relations professionnelles étaient importants. Nous devons y mettre fin, ai-je dit à Daniel lors d'une réunion d'urgence. Je ne peux pas continuer à jouer en défense pendant qu'elle démantèle tout ce qui me tient à cœur. L'audience est prévue pour la semaine prochaine, m'a-t-il assuré. Pendant ce temps, je suis en contact avec les membres du conseil d'administration que Jacques avait contactés. Ils ont discrètement autorisé un audit médico-légal basé sur les preuves que vous avez fournies. La semaine prochaine pourrait être trop tard pour Eleanor, ai-je dit. Le stress la tue littéralement. L'expression de Daniel s'est adoucie. Il y a une autre option. Jacques a laissé une lettre scellée à ouvrir uniquement dans des circonstances spécifiques. Je pense que ces circonstances sont arrivées. Le matin de l'audience d'urgence est arrivé avec un sentiment d'appréhension. J'avais à peine dormi, passant en revue mon témoignage avec Daniel jusqu'à tard dans la nuit. Eleanor avait été libérée de l'hôpital mais était trop faible pour y assister. Elle m'a donné sa bague de mariage à porter pour me donner de la force. Thomas me l'a donnée il y a 50 ans, m'a-t-elle dit, la pressant dans ma paume. Elle a survécu à des crises pires que Patricia. La salle d'audience était tendue lorsque Patricia et Robert sont arrivés avec leur avocat, un homme ressemblant à un requin nommé Victor Lawson, connu pour ses tactiques agressives. Patricia avait l'air confiante dans un costume cher, saluant les membres de la famille dans la galerie comme si elle arrivait pour une célébration de victoire. Lorsque le juge est entré, Daniel a demandé un bref délai. « Monsieur le juge, nous venons de recevoir des preuves critiques qui concernent directement cette affaire. Des représentants de Harrington Investment sont en route et ont demandé l'opportunité de s'adresser à la cour. » L'expression suffoquée de Patricia a légèrement vacillé. Le juge a accordé une pause de 30 minutes pendant laquelle Patricia s'est serrée intensément avec son avocat, jetant des regards suspects dans ma direction. Lorsque le tribunal a repris, 3 hommes au visage sévère en costume d'affaires nous avaient rejoints. Je les ai reconnus comme des membres principaux du conseil d'administration de l'entreprise familiale. Le plus âgé, Walter Davison, avait été le meilleur ami et conseiller de Thomas Harrington. Monsieur le juge, a commencé Daniel avant de s'adresser aux revendications spécifiques concernant la résidence Harrington. Nous pensons qu'il est essentiel d'établir le contexte des actions et de la crédibilité de Madame Patricia Miller. Patricia s'est remuée inconfortablement alors que Daniel s'approchait avec la clé USB et l'ordinateur portable de Jacques. Des preuves sont apparues que Madame Miller détourne systématiquement des fonds de Harrington Investment depuis plus d'une décennie. Le défunt Jackson Harrington a découvert cette activité criminelle et se préparait à présenter ses conclusions au conseil d'administration et aux forces de l'ordre lorsqu'il est tragiquement décédé. Victor Lawson s'est levé d'un bond. Objection. Ces allégations non fondées sont complètement étrangères à la question de la propriété de la maison devant le tribunal. Au contraire, a répliqué Daniel avec douceur. Elles établissent un schéma d'activité frauduleuse et sont directement liées aux revendications actuelles de Madame Miller sur la maison de ma cliente. Le juge a permis à Daniel de continuer. Pendant la prochaine heure, il a méthodiquement présenté les preuves de Jacques. Des registres financiers montrant des millions détournés vers des comptes que Patricia contrôlait. Des emails où elle donnait des instructions pour falsifier des factures. L'enregistrement de ses menaces envers Jacques et moi. Le visage de Patricia est passé de la confiance à la rage puis à la peur alors que les preuves s'accumulaient. Lorsque l'audio de ces menaces a été diffusé, plusieurs membres de la famille ont halté. Robert regardait par terre, refusant de croiser le regard de quiconque. De plus, a poursuivi Daniel, nous avons des preuves que Madame Miller s'est livrée à des effractions, des vols de biens personnels, des falsifications de multiples documents et des déclarations fausses auprès des institutions financières. Elle a vendu des biens appartenant à ma cliente, empêché des membres de la famille de visiter des cimetières et s'est livrée à de la calomnie et de la diffamation pour nuire à la réputation personnelle et professionnelle de Madame Doreen Harrington. Victor Lawson a essayé à plusieurs reprises d'objecter, mais les preuves étaient accablantes. L'expression du juge est devenue de plus en plus grave. Walter Davison s'est approché du banc. Monsieur le juge, au nom de Harrington Investment, je peux confirmer que notre audit interne préliminaire a corroboré ces allégations. Nous avons déjà gelé tous les comptes de l'entreprise et collaborons avec les autorités fédérales pour une enquête approfondie. Patricia s'est finalement rompue. C'est un complot, a-t-elle crié, se levant de son siège. Jacques essayait de m'exclure. Il a toujours tout eu. L'entreprise, l'approbation de papa, l'amour de maman. Cette maison aurait dû être la mienne. Madame Miller, maîtrisez-vous, a averti le juge.
La maison a été achetée avec des fonds que ma cliente et son mari ont gagnés, a déclaré Daniel calmement, ce n'était jamais la propriété de l'entreprise ni une partie d'une fiducie familiale. J'ai ici l'acte de propriété original et les documents de prêt hypothécaire indiquant qu'elle a été acquise des années après la mort de Thomas Harrington sans aucun lien avec les actifs familiaux. Le juge a examiné attentivement les documents. Ceux-ci semblent être en ordre. Madame Miller, avez-vous une documentation étayant votre revendication sur cette propriété? L'avocat de Patricia lui a chuchoté urgemment à l'oreille, mais elle l'a repoussé. Mon père a toujours eu l'intention que les propriétés familiales restent au Harrington de sang. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle n'a aucun droit sur notre héritage. Un murmure a parcouru le tribunal à cette cruelle déclaration. L'expression du juge s'est durcie. Madame Miller, non seulement je ne vois aucune revendication légale valide sur la propriété en question, mais vos actions semblent constituer plusieurs crimes graves. Je vous accorde l'injonction d'urgence vous ordonnant de quitter immédiatement la propriété et de retourner tous les objets retirés. De plus, je délivre une ordonnance de protection vous interdisant de contacter Madame Harrington ou d'entrer sur la propriété en toutes circonstances. Le visage de Patricia s'est déformé de rage. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. En fait, si, est venue une voix de l'arrière de la salle d'audience. 2 policiers sont entrés, accompagnés d'une femme en costume sombre qui a exhibé un badge du FBI. Patricia Miller, a annoncé l'agent du FBI, vous êtes en état d'arrestation pour fraude bancaire, détournement de fonds et crimes financiers à travers les États. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que Patricia était menottée, son avocat a essayé d'intervenir. L'agent du FBI lui a simplement tendu un mandat. Nous avons un mandat de perquisition pour sa résidence et son bureau. Des accusations supplémentaires pourraient être à venir. Le dernier regard de Patricia à mon égard alors qu'elle était emmenée contenait une vie entière d'amertume et de rage. Robert est resté assis, la tête dans les mains. Pendant que la salle d'audience se vidait, Walter Davison s'est approché de moi. Doreen, Jacques parlait beaucoup de vous. Il construisait un dossier contre Patricia depuis des mois. Le conseil a d'abord résisté à l'enquête sur ces affirmations, ne voulant pas croire qu'un Harrington puisse trahir la famille ainsi. Quand il est mort, nous craignons que les preuves ne meurent avec lui. Il s'est assuré que non, ai-je dit doucement, serrant la lettre de Jacques dans ma poche. L'entreprise vous est redevable d'une grande gratitude, a poursuivi Walter. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire, assurez-vous simplement qu'Eleanor soit prise en charge, ai-je répondu. Elle a suffisamment souffert. Dehors, près du tribunal, Robert s'est approché timidement. Doreen, je veux que vous sachiez que je n'avais aucune idée de jusqu'où Patricia irait. Les choses qu'elle a dites sur vous et Jacques étaient des mensonges. Votre mariage était ce que le nôtre aurait dû être. Vous êtes resté là pendant qu'elle me jetait hors de ma propre maison, lui ai-je rappelé. Je sais. Je demande le divorce demain. J'ai déjà sorti mes affaires de votre maison. Il m'a tendu une clé. Les gardes de sécurité ont été renvoyés. J'ai pris la clé sans le remercier. Toute sympathie que j'aurais pu ressentir pour Robert était éclipsée par sa lâcheté quand cela importait le plus. Alors que Vanessa me ramenait chez moi, j'ai ressenti un mélange complexe de vindication, de chagrin et d'épuisement. La maison est apparue, et pour la première fois depuis la mort de Jacques, j'ai ressenti un petit sentiment de paix. C'était notre maison et j'y retournais enfin. Les semaines qui ont suivi l'arrestation de Patricia ont été un tourbillon de procédures judiciaires et de gestion des dégâts. Elle a fait face à plusieurs accusations fédérales pour le stratagème d'escroquerie avec des accusations supplémentaires d'État pour effraction et falsification. Malgré les efforts de son avocat pour obtenir la libération sous caution, le juge l'a jugée comme un risque de fuite en raison des comptes à l'étranger et de son mépris manifeste pour la loi. Robert a demandé le divorce et a coopéré avec les procureurs en échange de clémence. Son témoignage a révélé que l'étendue des crimes de Patricia s'étendait plus loin que ce que même Jacques avait découvert. Bien que Robert doive faire face aux conséquences de son rôle, sa coopération a considérablement réduit sa peine potentielle. Récupérer ma maison a été à la fois une guérison et un déchirement. Nombre de mes possessions avaient disparu, vendues à jamais à des acheteurs inconscients à travers le pays. Les jardins avaient été partiellement détruits, et Patricia avait peint plusieurs pièces dans des couleurs criardes par dépit. Mais la structure elle-même, la maison que Jacques et moi avions créée avec amour, est restée intacte. Eleanor a emménagé dans la maison d'amis sur ma propriété après que son médecin lui ait conseillé de ne pas vivre seul.
Sa présence était un réconfort pour nous deux. Ensemble, nous avons trié les affaires de Jacques, partageant des histoires et des larmes en décidant quoi garder, faire don ou stocker. Jacques disait toujours, tu étais son encre, m'a dit Éléanore un soir alors que nous trions des albums photos. Quand Thomas est mort, Jacques a eu du mal avec la responsabilité qui lui était soudainement tombée dessus. Puis il rentrait à la maison et se souvenait de ce qui comptait vraiment. Les conséquences financières étaient compliquées, mais se sont finalement résolues en ma faveur. La police d'assurance vie de Jacques a fourni une sécurité substantielle. Le conseil d'administration de l'entreprise, désireux de faire amende honorable pour ne pas avoir pris les préoccupations de Jacques assez au sérieux, s'est assuré que je reçoive la pleine valeur des actions et de la pension de l'entreprise de Jacques. Avec l'aide de Daniel, j'ai créé la fondation Jacques Harrington, dédiée à fournir une assistance juridique aux veuves confrontées à des litiges de propriété et à la fraude financière. La fondation a rapidement obtenu le soutien des anciens collègues et clients de Jacques qui respectaient son intégrité. Mon chemin de guérison n'a été ni rapide ni linéaire. Certains jours, le poids du chagrin et de la trahison semblait insupportable. J'ai rejoint un groupe de soutien pour jeunes veuves, trouvant du réconfort dans le partage d'expériences avec d'autres qui comprenaient vraiment. La thérapie m'a aidé à traiter le traumatisme non seulement de la perte de Jacques, mais aussi de la cruauté de Patricia immédiatement après. 3 mois après l'audience, j'étais prête à retourner enseigner. Ma directrice m'a chaleureusement accueilli, et l'enthousiasme de mes élèves pour l'art a fourni une distraction bienvenue des problèmes juridiques persistants. Créer de la beauté aux côtés d'enfants qui voyaient le monde avec des cœurs si ouverts s'est avéré profondément thérapeutique. Le bureau de Jacques est resté intact pendant 6 mois. Je ne pouvais pas me résoudre à entrer dans l'espace où il avait travaillé si diligemment pour protéger notre avenir. Quand je l'ai finalement fait, avec les encouragements d'Éléanore, j'ai découvert des notes pour des projets qu'il espérait poursuivre. Amélioration de la maison, destination de voyage, idée pour mon cadeau d'anniversaire. Il n'a jamais cessé de planifier votre avenir commun, a dit Éléanore, essuyant ses larmes en consultant ses notes. Progressivement, j'ai transformé son bureau en un studio où je pouvais à nouveau me consacrer à mon article. La première œuvre que j'ai terminée était une aquarelle du lac Michigan, similaire à celle qui avait été accrochée au-dessus de son coffre-fort. Je l'ai placée au même endroit, un rappel de ce qui avait été perdu et de ce qui restait. Le procès pénal de Patricia Harrington Miller est devenu une petite sensation dans les cercles financiers. L'accusation a présenté des preuves accablantes, y compris la documentation méticuleuse de Jacques. La stratégie de défense de Patricia consistant à blâmer Jacques s'est spectaculairement retournée lorsque les membres du conseil ont témoigné de sa réputation d'intégrité. Elle a été condamnée à 15 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle pendant au moins 10 ans. Le juge a ordonné la restitution des fonds volés, garantissant que Patricia sortirait de prison avec rien. Le nom de famille a souffert à court terme, mais la prompte action du conseil d'administration pour résoudre la fraude et mettre en place de nouvelles garanties a contribué à rétablir la confiance. Éléanore et moi avons assisté à la sentence ensemble, non pas par vindicte, mais pour clore ce chapitre de manière définitive. Patricia a refusé de nous regarder, fixant droit devant elle alors que le juge rendait le verdict. Alors qu'elle était emmenée, je n'ai ressenti aucune joie, seulement le soulagement que sa capacité à nuire aux autres ait finalement été limitée. 1 an après la mort de Jacques, je me tenais devant sa tombe avec des fleurs fraîches. La douleur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose que je pouvais porter sans être écrasé par son poids. J'ai gardé notre maison, lui ai-je dit doucement. J'ai tenu ma promesse de prendre soin d'Éléanore. Je trouve mon chemin jour après jour. Ce soir-là, alors qu'Éléanore et moi partagions un dîner sur le patio que Jacques avait construit, elle m'a tendu un journal que je n'avais jamais vu auparavant. Jacques me l'a donné pour le garder en sécurité des mois avant sa mort, a-t-elle expliqué. Il m'a demandé de vous le donner quand le moment serait venu. Je pense que maintenant est ce moment. Le journal contenait les pensées privées de Jacques sur notre mariage, ses espoirs pour notre avenir et ses réflexions sur ce qui comptait vraiment dans la vie. La dernière entrée, datée de quelques jours avant sa mort, disait « Si l'amour se mesure à la façon dont il nous transforme, alors ce que Doreen et moi partageons est incommensurable. » Elle m'a rendu meilleur d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Quoi qu'il arrive ensuite, cet amour reste mon plus grand accomplissement et héritage. Ces mots sont devenus mon point de repère au fil des années. J'ai finalement rénové la maison non pas pour effacer la présence de Jacques, mais pour honorer notre vision commune tout en créant un espace pour ma vie en évolution. Éléanore est restée ma famille la plus proche, la mère que j'avais perdue jeune,
et que j'avais retrouvé par Jacques. La fondation s'est développée, aidant des dizaines de femmes à naviguer dans des situations similaires à ce que j'avais vécu. Chaque réussite semblait être une transformation de la douleur en but, exactement comme Jacques l'aurait voulu. 5 ans après la perte de Jacques, je me tenais dans ma classe regardant des élèves créer des œuvres d'art qui exprimaient leurs propres histoires. Mon voyage de la dévastation à la reconstruction m'avait appris que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons choisir comment nous y réagissons. La maison que Patricia avait essayé de voler était redevenue non seulement une maison, mais un sanctuaire pour la guérison et de nouveaux départs. Comme Eleanor me le rappelait souvent, citant Thomas, la vraie richesse n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous construisez qui vous survit. Jacques n'avait pas seulement construit une maison ou une carrière, mais un héritage d'amour et d'intégrité qui a continué à façonner des vies bien après sa disparition, y compris la mienne. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous pensiez pouvoir faire confiance, j'aimerais entendre votre histoire dans les commentaires. Comment avez-vous trouvé la force de reconstruire? Parfois, partager nos expériences aide les autres à savoir qu'ils ne sont pas seuls. Veuillez aimer cette vidéo si elle vous a interpellé. Abonnez-vous pour plus d'histoires de résilience et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que même après une perte dévastatrice, il est possible de retrouver sa vie et de trouver un but. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous que votre histoire ne s'arrête pas quand la tragédie frappe. Elle tourne simplement vers un nouveau chapitre.